Après un sommet de l'OTAN absolument désastreux pour la Russie, le Kremlin a complètement perdu la tête et aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que la Russie comptait se battre jusqu'à la capitulation effective de l'Ukraine. Parallèlement, l'agence Reuters écrit que Vladimir Poutine ira très probablement vers une escalade des hostilités, malgré les appels à la paix de Donald Trump et les recommandations de ses propres conseillers de geler la guerre le long de la ligne de front. De telles déclarations ont été faites sur fond de crise totale du carburant en Russie, où la récolte des céréales est menacée en raison de la pénurie de diesel. Par exemple, à Saint-Pétersbourg, l'essence se vend déjà sur présentation de tickets spéciaux. Dans le même temps, l'Europe a pris un certain nombre de décisions dans le domaine de la défense et, heureusement, elle les a prises de manière préventive. La Pologne affirme que la Russie prépare de nouvelles provocations et actes de sabotage contre les Européens. Et le président tchèque a déclaré que Vladimir Poutine annoncera très probablement une nouvelle vague de mobilisation en Russie juste après les élections législatives prévues pour le 20 septembre. L'OTAN a enfin actualisé la doctrine de 2004 et désormais, les chasseurs de l'OTAN ont le droit d'abattre les cibles menaçantes au-dessus des pays baltes. Il s'agit des drones et de tout aéronef de la Fédération de Russie qui auraient accidentellement pénétré dans l'espace aérien des pays baltes. Au même moment, la Pologne a déclaré que les missiles antibalistiques pour le système de défense aérienne Patriot pourraient commencer à être produits en Ukraine dans quelques semaines seulement. Il s'est avéré que la Pologne a également obtenu une licence et que les deux pays vont travailler ensemble, et seront même obligés de le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Et à cet égard, il semble qu'un réchauffement soit en train de se produire, enfin en ce qui concerne l'Ukraine et la Pologne. Les présidents Zelensky et Navrotsky se sont enfin rencontrés en personne et ont discuté de toutes les questions litigieuses. Je suis Alexei Pichi-Péchi, discutons de ces sujets. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. Faites-le aussi de manière préventive, je vous en serai reconnaissant. Alors, après que Donald Trump ait brusquement changé de rhétorique concernant l'Ukraine, ce que nous avons discuté dans la vidéo précédente, le Kremlin a complètement perdu la tête. D'abord, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Trump avait changé d'avis et n'avait finalement pas appelé Vladimir Poutine, bien qu'il ait promis de le faire dès mercredi soir. Il a ensuite indiqué que le Kremlin devait réfléchir à la déclaration de Trump sur la fermeture du ciel ukrainien. Et finalement, ce même Peskov a déclaré que les frappes ukrainiennes contre l'infrastructure russe obligeraient Moscou à mener des opérations militaires plus longtemps et à élargir la zone tampon. Je vais maintenant citer Peskov. Nous relevons certaines idées fausses au sein de l'administration de la Maison-Blanche. Des illusions selon lesquelles, par l'escalade, par la pression militaire, il serait possible de favoriser un retour à une voie de règlement pacifique. C'est une opinion erronée. Une escalade supplémentaire pourrait peut-être prolonger l'opération militaire spéciale dans une certaine mesure. Nous ne pouvons pas dire exactement dans quelle mesure, mais cela conduira au fait que nous devrons créer une zone de sécurité plus grande, une zone tampon plus étendue. Ici, il convient de souligner à quel point la déclaration de Peskov sur la zone tampon et la zone de sécurité est absurde. Mais réfléchissez-y une seconde. Peskov a déclaré que l'élargissement de la zone tampon, peu importe de combien de kilomètres, protégerait soi-disant la Russie contre les drones ukrainiens qui attaquent des cibles en Russie à une distance de 3000 km. Peskov a aussi indiqué que, malgré les projets américains de transférer à l'Ukraine une licence pour fabriquer des missiles Patriot, malgré la déclaration de Donald Trump concernant son soutien aux frappes ukrainiennes en profondeur sur le territoire russe, le Kremlin considère tout de même comme sincère le désir de Washington de contribuer à un règlement pacifique du conflit ukrainien. Peskov a déclaré que Trump se trompe simplement, mais qu'il sera bientôt de nouveau du côté de la Russie. Eh bien, cela ressemble à un refus de croire à la réalité. Au final, la journée du 9 juillet s'est terminée par une perte de sang-froid au Kremlin, où ils ont commencé à déclarer qu'ils voulaient se battre jusqu'à la capitulation totale de l'Ukraine, et pas seulement de l'Ukraine, mais de toute l'Europe en général. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, a déclaré que Moscou poursuivrait la guerre contre l'Ukraine jusqu'à ce que les objectifs fixés par Vladimir Poutine en juin 2024 soient atteints.
À ce moment-là, Poutine parlait en fait de la capitulation totale de Kiev. En 2024, lors de l'intervention à laquelle Sergueï Lavrov a fait référence aujourd'hui, Vladimir Poutine exigeait le retrait des troupes ukrainiennes de l'ensemble des territoires des régions de Donetsk, Luhansk, Zaporijia et Kherson, que la Russie n'a pas réussi à conquérir. La reconnaissance de ces régions et de la Crimée comme russe, le refus de l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN ainsi que la démilitarisation et une sorte de dénazification mythique de l'Ukraine. Poutine affirmait qu'après la réalisation de toutes ces conditions, il donnerait immédiatement l'ordre de cesser le feu. Lavrov a également accusé aujourd'hui les pays occidentaux d'avoir, je cite, en simulant leur volonté de négocier, commencé à adresser des ultimatums ouverts à la Russie. Vous vous rendez compte ? Il s'avère que ce jeu peut se jouer dans les deux sens. En effet, les Russes pandobis sont habitués à simuler cette volonté de négocier pendant des années. Poutine peut, avec sa bouche sale, dire qu'ils sont prêts à négocier chaque jour, que Zelensky doit venir à Moscou, etc. Mais en réalité, ils cherchent juste à gagner du temps et continuer la guerre. Il s'avère que Lavrov s'indigne maintenant que l'autre camp puisse faire la même chose. Il s'avère que l'Europe aussi peut gagner du temps. Que l'Europe aussi peut simuler une approche des négociations, et ainsi de suite. Pour une raison quelconque, ce Russe sauvage à tête de cheval s'en indigne et dit « Comment est-ce possible ?» Pourquoi ? Quoi, on nous trompe, c'est ça ? Parce que seuls nous pouvons tromper quelqu'un, mais nous, on ne peut pas nous tromper. D'après Sergueï Lavrov, tous les accords conclus auparavant en 2014, 2015, 2019 et même en 2022, on ne sait pas trop lesquels en 2022, ont été détruits par l'Occident lui-même. C'est pourquoi la réserve de bonne volonté et d'espoir de Moscou est complètement épuisée. Ce sont ces mots. Ensuite, Sergueï Lavrov a souligné que la Russie ne fera plus jamais confiance aux garanties occidentales. Mais bien sûr que si. Mais ici, je rappelle qu'en juin 2024, Vladimir Poutine, en plus de la capitulation de l'Ukraine, exigeait également la levée de toutes les sanctions occidentales contre la Russie. Et il a menacé que si Kiev et l'Occident refusaient ces conditions, alors, je cite, « la réalité sur le terrain changerait et les conditions pour les négociations seraient complètement différentes. » 2 ans ont passé et la situation de Poutine n'a fait qu'empirer. Eh bien, je rappelle qu'en juin 2024, aucune raffinerie de pétrole en Russie ne brûlait, et les drones ukrainiens ne volaient pas aussi loin. Et l'Ukraine n'avait même pas de missiles balistiques capables d'atteindre la Russie, comme c'est le cas aujourd'hui. Et l'Ukraine ne frappait pas encore la logistique, et la Crimée n'était pas aussi isolée, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais ici, permettez-moi d'attirer un peu votre attention sur la crise du carburant. La campagne de récolte. La récolte de 2026 devient un cauchemar pour les agriculteurs russes, qui sont confrontés à une pénurie de diesel, à des restrictions sur sa vente et à la hausse des prix. La pénurie de diesel pour les moissonneuses-batteuses et autres machines est particulièrement aiguë dans les principales régions du sud. La région de Rostov, le kraï de Krasnodar et le kraï de Stavropol, qui fournissent un 1/5 de toute la récolte de céréales en Russie. Les agriculteurs russes, qui avaient salué la guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine, passant désormais la nuit dans les stations-service en attendant les camions-citernes. En même temps, des limites de 100 litres, ou dans certaines régions encore, 200 litres de diesel par personne ont été instaurés dans les stations-service. Alors qu'une moissonneuse consomme environ 300 litres de carburant par poste. Autrement dit, cela ne suffit même pas pour une demi-journée de travail. Il est rapporté qu'en Crimée, dans la Crimée occupée, qui est devenue l'épicentre de la crise du carburant, c'est une véritable catastrophe. Les machines restent tout simplement à l'arrêt. La campagne de récolte n'a même pas commencé là-bas. Dans la région de Rostov, ils ont déjà annoncé une perte de 15% de la récolte, c'est la situation à ce jour, et cela ne fera qu'empirer. Et le problème du carburant est aggravé par le fait qu'il faut littéralement terminer la récolte en 1 semaine. 10 jours à partir du moment où le grain est mûr, et les agriculteurs le savent. Si on n'a pas le temps, le grain commencera à tomber. Si la pluie commence, les moissonneuses-batteuses ne pourront pas aller dans les champs. La campagne de récolte se déroule actuellement en plein pic de la crise du carburant. En ce moment, les autorités de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad envisagent de limiter la vente d'essence à l'aide de codes QR ou d'un calendrier de ravitaillement selon les jours pairs et impairs. Et cela dans un pays qui, je le rappelle, était surnommé le pays station-service.
Mais malgré tout cela, il est fort probable que Vladimir Poutine optera pour une escalade des hostilités. Malgré les appels à la paix de Donald Trump et les recommandations des conseillers de Poutine de geler la guerre sur la ligne de front. C'est ce que rapporte Reuters, citant des sources proches du Kremlin. Là-bas, on affirme que le vieux chauve Volodka Poutine s'entête dans son désir de conquérir entièrement le Donbass, malgré le net ralentissement de l'offensive russe et même les pertes nettes des territoires en 2026. Les frappes à longue portée des drones ukrainiens, qui atteignent déjà des cibles au-delà de l'Oural et ont provoqué la plus grave crise du carburant de l'histoire, n'ont tout de même pas changé la mentalité de Vladimir Poutine. Apparemment, ce n'est pas visible depuis le bunker. Et il considère la prise du Donbass comme une question de principe. C'est pourquoi il se prépare à une escalade. C'est un peu comme une logique de voyou. Ce gars des ruelles de Saint-Pétersbourg pense que, par principe, il faut prendre le Donbass et il se fiche complètement des pertes que la Russie sale subira. Le groupe de conseillers de Poutine, selon les interlocuteurs de Reuters, proposait d'arrêter la guerre sur la ligne de front actuelle. Auparavant, le président russe avait été averti des difficultés avec le budget, l'économie et le système bancaire, car le trésor russe affichait un déficit de 6 000 milliards de roubles. Le PIB a commencé l'année en baisse pour la première fois depuis 2023 et les établissements de crédit font face à une énorme vague de défauts de paiement sur les prêts, y compris ceux accordés pour la production militaire. Mais Vladimir Poutine a rejeté tous les appels à des compromis territoriaux avec Kiev. Il croit toujours que les occupants russes pourront s'emparer de tout le Donbass. Et peu importe combien de ces Ivans russes mourront encore sur la terre sacrée d'Ukraine. Eh bien qu'importe, 100 000, 300 000, oui, qu'ils meurent. L'essentiel, c'est une question de principe de s'emparer du Donbass. Et comme l'écrit Reynolds, une escalade possible de la part de la Russie pourrait inclure la destruction des 30 plus grands centres industriels d'Ukraine, y compris le complexe sidérurgique et le port d'Odessa. La phase suivante pourrait être une attaque contre les bases de l'OTAN dans les pays baltes et en Roumanie, ainsi que des frappes sur les usines européennes produisant des drones et des missiles à longue portée pour l'Ukraine. C'est justement pour cela que Poutine a récemment déclaré « déterminer quels pays sont les plus impliqués » dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine, qui aide le plus l'Ukraine. Il a dit qu'à l'avenir, nous devrons prendre une décision à leur sujet. Mais il est important de noter que dans de telles prévisions de Reuters, c'est urgent ainsi. Mais si vous ne savez pas quelque chose, vous savez que vous ne savez pas. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères de la Pologne, Radosław Sikorski, partage le même avis. Le ministre polonais affirme que l'Occident possède de nouveaux renseignements fiables. Des Russes. Parmi les actions hostiles du Kremlin, Sikorski a cité les cyberattaques contre les infrastructures critiques, les tentatives d'incendies criminels, les sabotages sur les chemins de fer, les frappes de drones, ainsi que l'utilisation d'une flotte fantôme pour cartographier des sites importants. Il a également mentionné séparément l'envoi d'escadrons de la mort pour éliminer les ennemis du dictateur russe Vladimir Poutine. Et je vais maintenant citer Sikorski. Aujourd'hui, vous devez nous faire confiance. Nos informations fiables indiquent que les Russes préparent encore quelque chose. Et le but de ces avertissements est de les dissuader de mener à bien ces provocations. Une tactique similaire a fonctionné à la veille de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. À l'époque, les services de renseignement américains avaient également averti publiquement de la préparation d'opérations russes sous fausse bannière, ce qui avait poussé le Kremlin à renoncer à certaines provocations. Dans le même temps, la présidente tchèque Petr Pavel a déclaré que Vladimir Poutine annoncerait très probablement une nouvelle vague de mobilisation en Russie après les élections parlementaires prévues pour le 20 septembre. Il a averti qu'il restait environ 2 mois à l'Ukraine pour contraindre Moscou à revenir à la table des négociations, car après la fin du scrutin, le Kremlin pourrait procéder à une nouvelle escalade de la guerre. Selon Petr Pavel, une mobilisation générale provoquerait bien sûr un fort mécontentement parmi les électeurs russes, c'est pourquoi le Kremlin reporte une telle décision jusqu'à la fin des élections. Le président tchèque a également appelé les alliés occidentaux à utiliser les prochaines semaines pour accroître la pression sur Moscou et tenter de la pousser à négocier. Et ensuite, citation de Petr Pavel. Si l'Ukraine continue de frapper avec succès et activement des cibles en profondeur sur le territoire russe, cela créera des conditions dans lesquelles la Russie sera plus encline à négocier.
L'OTAN doit, pendant ce temps, continuer à renforcer le soutien militaire à l'Ukraine tout en utilisant des outils diplomatiques pour convaincre Moscou. La seule issue pour elle, ce sont les négociations, et non la poursuite de la guerre. Eh bien, enfin, l'OTAN a commencé à réagir de manière préventive aux futures menaces du Kremlin. Enfin, l'OTAN a approuvé la transformation de son programme de patrouille de l'espace aérien qui concerne les pays frontaliers de la Russie et les États baltes depuis 2004 en une véritable mission de défense anti-aérienne. Ce n'est plus seulement des patrouilles, mais un vrai système de défense aérienne. Qu'est-ce que cela veut dire ? Je vais vous l'expliquer simplement. Et ce nouveau changement élargit, si vous voulez, la marge de décision des pilotes de chasse et leur donne le pouvoir, y compris celui de détruire des cibles représentant une menace. Autrement dit, désormais les pilotes de chasse de l'OTAN pourront prendre rapidement la décision d'attaquer, par exemple, des drones ou des avions russes ayant pénétré dans l'espace aérien de l'OTAN sans longue concertation politique. Désormais, les pilotes de l'OTAN peuvent attaquer une cible immédiatement après son identification, à condition de confirmer qu'il est possible d'exclure ou, au moins, de minimiser les dommages collatéraux au sol. Auparavant, des drones ainsi que des avions de combat russes pénétraient à plusieurs reprises sur le territoire des pays baltes, et personne ne les abattait, même si les pilotes les voyaient, les identifiaient et confirmaient clairement qu'il s'agissait d'un avion russe. Mais ils ne pouvaient pas les abattre, car il fallait passer par une longue chaîne d'autorisation, et le temps que tout soit approuvé, l'avion était déjà reparti. Désormais, si un avion ou un drone russe entre dans l'espace aérien des pays baltes, les pilotes de l'OTAN ont pleinement le droit de l'abattre sans hésiter. Et je consacrerai une partie distincte de cette émission à la production de missiles patriotes en Ukraine et au réchauffement des relations entre la Pologne et l'Ukraine. Tout d'abord, selon Volodymyr Zelensky, l'Ukraine recevra bientôt enfin un nouveau lot de missiles intercepteurs pour le Patriot PAC-3, mais cela reste insuffisant. C'est pourquoi il faut littéralement extraire les missiles, comme l'a déclaré Volodymyr Zelensky, d'autres pays. Et deuxièmement, l'Ukraine aura sa propre production de patriotes, mais la Fédération de Russie dispose malheureusement de temps pour mener des frappes. Le président américain Donald Trump a déclaré le 8 juillet que les États-Unis accorderaient à l'Ukraine une licence pour la production de missiles intercepteurs pour les systèmes de défense aérienne Patriot. Selon lui, la production pourrait commencer dans 2 ou 3 mois. Eh bien, pour l'instant, il n'est pas clair de quel type d'intercepteur il s'agit, s'il s'agit des PAC-3 plus puissants ou des PAC-2 plus simples. La rapidité du lancement de la production en Ukraine dépendra de plusieurs facteurs. La disponibilité des composants essentiels du missile intercepteur et la capacité d'étendre la chaîne d'approvisionnement qui les produit. Vous savez, je ne vais pas spéculer sur le moment où la production pourrait commencer. Parce que certains disent qu'il s'agit de semaines, Trump dit qu'il s'agit de 2 ou 3 mois. Et certains font déjà circuler l'idée que oui, dans 3 ans, avec un peu de chance, quelque chose commencera tout juste, que c'est une histoire pour des années et des années à venir. Il cite l'Allemagne et le Japon en exemple, mais cela n'a aucun sens. Je vais expliquer pourquoi. En Allemagne, par exemple, la production a mis beaucoup de temps à démarrer, non pas parce qu'ils ne pouvaient pas produire, mais parce qu'il n'y avait pas de commande. Pourquoi lancer une production sans commande pour ces missiles ? Et ce n'est qu'au début de la guerre à grande échelle, seulement lorsqu'il est devenu évident que ces missiles étaient nécessaires. Ce n'est qu'après la pénurie provoquée par la guerre au Moyen-Orient, et lorsque l'Allemagne a reçu des commandes, que l'Allemagne a commencé à accélérer la production. Ce n'est pas un secret, vous pouvez consulter n'importe quelle analyse, par exemple de l'Institut d'études internationales, et tout y lire, tout y est expliqué, pourquoi il y a eu un tel retard. Ce n'est pas dû à un retard technologique, mais à l'absence de commandes pour raisons bureaucratiques. C'est pareil pour le Japon. Mais tant que l'Ukraine n'a pas lancé sa propre production d'intercepteurs, la Russie, malheureusement, conserve une fenêtre d'opportunité. L'ennemi pourrait augmenter les frappes de missiles balistiques contre l'Ukraine pour infliger un maximum de dégâts avant que l'Ukraine ne protège mieux son ciel. Et voilà que soudainement, le ministre de la Défense polonais, Władysław Kosiniak-Kamysz, a déclaré que les missiles antibalistiques Patriot pourraient peine commencer à être produits en Ukraine dans quelques semaines seulement.
Et là, le ministre polonais a expliqué une chose très importante. Selon lui, sans la participation de l'État polonais, le transfert de matériel aux soldats ukrainiens est impossible. Voici la citation. Notre pays fait partie des 4 pays de l'OTAN. En plus de la Pologne, il s'agit de l'Allemagne, de la Suède et des Pays-Bas, auxquels, lors du sommet de l'OTAN à Ankara, a été accordé le statut de pays pouvant recevoir des technologies liées à la production et à l'entretien des missiles Patriot. La Pologne va coopérer avec l'Ukraine dans le cadre de la production de missiles pour les Patriot, une préparation qui pourrait prendre plusieurs semaines. Le processus de production n'est pas simple, étant donné que même aux États-Unis, il n'y a pas assez de ces missiles. C'est pourquoi il faut agir très rapidement. Nous sommes déterminés. La Pologne est prête à commencer immédiatement la maintenance et à entreprendre d'autres actions. En général, comme vous le comprenez, la Pologne a été intégrée dans cette fameuse chaîne dont dépendra la production de missiles en Ukraine. Et dans ce contexte, il est très important de noter que les présidents ukrainiens et polonais, Zelensky et Nawrocki, se sont enfin rencontrés en personne et ont discuté de questions économiques, historiques et de sécurité. Je vais maintenant citer Zelensky. Je considère que nous avons eu une rencontre importante avec le président polonais Karol Nawrocki, assez longue et constructive. Nous avons discuté des questions prioritaires, bien sûr, il s'agit de la sécurité, et nous comprenons qu'ici nous avons un ennemi commun, et c'est la Russie. De plus, Zelensky et Karol Nawrocki ont discuté de l'économie. Le président de l'Ukraine a souligné qu'une conférence réussie sur la reconstruction et la restauration de l'Ukraine s'est tenue à Gdańsk, ce qui intéresse les entreprises polonaises. Zelensky a souligné que l'Ukraine est ouverte à ses partenaires polonais. En général, il y a un sujet qui, en principe, ne permettra pas aux 2 pays, l'Ukraine et la Pologne, de se brouiller définitivement. C'est la défense, et les Polonais le comprennent parfaitement. Et d'autant plus maintenant, nous sommes même désormais liés dans la production de ces mêmes missiles patriotes. Un pays ne pourra en aucun cas agir dans cette affaire sans l'autre. C'est pourquoi je vais mettre des points de suspension ici. Écrivez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un j'aime. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.